Bonsoir et ravi de vous retrouver donc pour cette nouvelle conférence en compagnie de Patrick Poivre d'Arvor qui vient donc pour la deuxième fois. On essayait de chercher la date tout à l'heure, juste avant les années 2000 nous semble-t-il. Le nouveau livre de Patrick Poivre d'Arvor, c'est le combienième d'ailleurs, je ne compte même plus. Je ne sais même pas si vous-même vous comptez d'ailleurs. Plus de 60. Plus de 60 plus, oui. Et vous comptez ceux que vous avez écrits et coécrits avec votre frère Olivier? Voilà, ouais. J'ai dû en écrire une vingtaine avec Olivier. Oui. Seules les traces font rêver, donc aux éditions Robert Laffont. Souvenirs et portraits, c'est une phrase de René Char, c'est ça? Seules les traces font rêver. Les noms qui, je vous cite par cette phrase, ont compté pour vous et dont l'empreinte ne fait aucun doute. Beaucoup de personnalités, mais aussi, je vous cite encore, quelques anonymes parce qu'ils m'ont fait grandir. Bref, je vous cite encore ceux que vous remerciez d'avoir été sur votre route au bon moment, de vous avoir fait rêver et croire en l'inaccessible étoile, ceux qui ont façonné votre monde et traversé votre vie. Fin de citation. Vous n'avez pas voulu opter en fait pour une reconstitution très chronologique, au contraire, vous y êtes allé par passion. D'abord les deux premières qui sont essentielles pour vous, sur lesquelles on reviendra bien sûr, la lecture et l'écriture, votre métier de journaliste, les rencontres très nombreuses avec les chefs d'État étrangers, rencontres également ensuite avec les 7 présidents de la Ve République, et puis enfin les grandes figures artistiques et de foi, on y reviendra, que vous avez croisé ou côtoyé, des souvenirs qui ont refait surface. Alors ça, c'est assez étonnant, grâce à des carnets, des agendas, 43 petits agendas, donc 43 années. Vous l'avez sur vous d'ailleurs, ce petit agenda? Ah oui, j'ai l'agenda 2013. Si vous voulez vérifier, vous verrez les petites pattes de mouche. Alors vous notez écrites au tout. crayon. Tout. Vous notez les invités de vos journaux, les déjeuners, les dîners, votre vie intime et privée, et ce depuis le 43 ans, vraiment? Depuis l'âge de 20 ans, à peu depuis près, l'âge de 20 en ans, effet. Ouais. Et donc, ça m'accompagne et ça m'a été très utile pour justement écrire ce livre qui était compliqué à faire, parce que c'est une des raisons pour lesquelles je repoussais toujours. C'est qu'il fallait prendre beaucoup de temps pour regarder ces agendas, voir quels en avaient été les faits saillants, et puis après reconstituer tout ce qui revenait de la mémoire, parce que souvent un nom évoquait un visage, une émotion, et c'était assez poignant. Je veux dire, c'était assez poignant. La vérité, c'est que c'était très émouvant. Il y a eu des très grandes vagues de nostalgie qui remontaient en moi. Et puis parce que je savais que ça allait correspondre à un événement de ma vie qui pouvait être tragique, qui pouvait être joyeux. Et donc je le voyais arriver au fur et à mesure du défilé de ces jours et de ces mois. Et je disais, et je ne savais pas encore à ce moment-là que ceci allait m'arriver. Et je tombais sur le jour. Oui, c'est assez... c'est un peu vertigineux comme plongée dans le passé. Mais en même temps, je crois que c'est salutaire. Ça m'a permis de revisiter un peu toutes ces années, notamment les années publiques, essentiellement donc télévisuelles, mais pas uniquement, qui, au fond, ont fait ce que je suis devenu. Et c'est une des raisons pour lesquelles je remercie, en effet, tous ces gens dont j'ai croisé la route ou qui se sont retrouvés sur mon chemin. Vous, d'ailleurs, vous mettez dans ce livre plutôt les rencontres agréables. Hein. Les gens que vous n'appréciez pas sont assez peu cités, même si il y a quelques coups de griffe. Est-ce que vous l'avez terminé à la hâte, ce livre? Parce que vous dites que certains de vos écrits sont terminés à la hâte, par peur de mourir simplement, ou par peur qu'on vous vole aussi ce manuscrit. C'est très étrange ce rapport que j'ai avec l'écriture. Ça a commencé très tôt parce que je devais avoir 16-17 ans quand j'ai écrit mon premier livre qui s'appelait Les enfants de l'aube. Et j'avais réchappé d'une grave maladie, une leucémie, et j'avais passé beaucoup de temps dans un sanatorium, puis après en convalescence en Alsace, et j'avais vu mourir autour de moi un certain nombre de jeunes gens. On ne doit pas mourir quand on a 12-13 ans, ça n'a aucun sens. Et j'ai été habité par deux urgences de ce moment-là. D'abord celle de survivre. À partir du moment où vous survivez, vous essayez de croquer la vie à pleines dents, et très vite, parfois même trop vite, et donc toujours la peur que ça s'arrête à tout moment. Et donc c'est pour ça que quand j'entamais un livre, je me disais que ça allait s'arrêter, bon, pas uniquement ces événements tragiques, mais pour des tas d'autres raisons. Et donc je cours,
Et jusqu'à ce qu'un éditeur me dise « Oh là là, pas utile de courir si vite, mais bon, je ne peux pas m'empêcher de courir. » Mais vous avez peur que ça disparaisse dans un incendie, vous faites des photocopies que vous cachez partout, enfin c'est obsessionnel. Assez obsessionnel, parce qu'en plus, je ne suis pas hyper branché au niveau des nouvelles technologies, parce que j'écris tout à la main ou au stylo, c'est à l'encre mauve. Et je suis donc avec ces petites feuilles que j'ai noircies. Par exemple, tout à l'heure, quand je vais revenir sur Paris, je vais écrire sans doute. Et là, il n'y a rien pour sauvegarder. Donc je suis dans cette espèce de panique, de dire qu'est-ce que je vais faire en attendant. Et je vais peut-être photocopier quand je vais arriver chez moi. Et après, comme ça, j'aurai déjà deux possibilités. C'est comme ça. Bon, on ne se refait pas. Vous écrivez la nuit, je crois, plutôt minuit, 4 heures? Oui, beaucoup entre minuit et 4 heures du matin. Oui. Quand vous aviez le JT, c'était pareil, le journal? Même chose, oui. Ah, Je vais vous dire que j'étais toujours très frais le lendemain. Non, c'est un grand mot, mais c'est pour ça que je courais, alors là, dans le sens le plus littéral du terme, tous les matins, et que je retrouvais un peu mes esprits, et après, une douche froide, quoi qu'il arrive, quelle que soit la saison. Et là, ça allait mieux. Et si je ne courais pas, j'étais dans un état de très grande fébrilité. Il y a des gens, quand ils ne dorment pas assez, ils sont en train de bâiller ou en train de s'assoupir. Moi, c'est plutôt la fébrilité. Et tout est né il y a très longtemps. C'était à la suite d'un événement tragique. J'avais perdu une de mes filles de la mort subite du nourrisson. Et évidemment, pour tous les enfants qui ont suivi, j'ai été dans cette angoisse permanente de ça peut arriver à tout moment pendant la nuit. Et certainement, c'est ça qui m'a empêché de dormir. Et tout ce que je vivais mal, c'est-à-dire, vous connaissez ça, ceux d'entre vous qui êtes insomniaques, j'ai essayé de le transformer en événement positif. Et donc, je me suis mis à, plutôt que d'avoir des idées noires, comme ça arrive assez souvent dans les nuits blanches, à écrire, à lire, à créer d'une certaine façon pour peupler cette angoisse-là. Alors, vous avez une angoisse aussi qui est celle de certains écrivains qui nous ont raconté ici, c'est celle de la mise à nu, dites-vous, c'est-à-dire ce texte que vous livrez finalement au public et qui ne vous appartient plus. Elle est difficile à vivre, cette petite période où vous rendez, au moment où vous rendez votre manuscrit? Oui, c'est très étrange cette schizophrénie, parce que on est un peu hypocrite quand même dans cette affaire. On sait très bien que quand on commence à écrire, la plupart du temps, ça va se terminer par une publication. Pour ceux qui ont la chance d'être publiés, parce qu'il y a tous ceux aussi qui écrivent et qui ne peuvent pas être publiés. Mais à partir du moment où vous êtes tout seul, vous soliloquez d'une certaine façon, un peu comme je le faisais d'ailleurs tous les soirs à peu près à la même heure, devant des publics presque aussi nombreux que celui de l'abbaye de l'Épau ce soir, à partir du moment où vous vous embarquez dans cette aventure, qui est une superbe aventure, vous ne savez jamais comment ça va se terminer, mais vous êtes content d'être... voilà, c'est dur, il y a des moments difficiles, il y a des moments de doute, est-ce que ça vaut quelque chose ce que j'ai écrit, etc. Et puis vient le moment où on doit donner ça à quelqu'un d'autre, à un tiers, qui est l'éditeur. Je dirais, à la limite, ça passe encore, c'est un dialogue. Puis à un moment donné, c'est fini, ça ne vous appartient plus, ça n'appartient plus à l'éditeur, ça appartient à tout le monde. Et là, il y a un très grand moment de solitude au milieu de cette multitude. Alors, vous l'aviez peut-être raconté dans des livres précédents, mais j'ai appris que votre irrépressible envie d'écrire, c'est comme ça que vous le dites, vous vient de votre grand-père, qui travaillait dans un atelier de reliure de livres, mais qui ne savait pas ce qu'il y avait dans ces mêmes livres qu'il reliait, puisqu'il ne savait ni lire ni écrire. Il a pris des cours du soir, c'est un autodidacte, pour apprendre à lire, à écrire. Oui. Et il a écrit des poèmes qu'il a publiés, d'ailleurs. C'est une belle histoire parce que c'est l'histoire du grand-père qui vivait juste en dessous de chez nous à Reims. J'habitais au 4e étage, il habitait au 3e étage. Et il est né dans des conditions qui étaient difficiles. Il n'a jamais connu son père. Sa mère meurt lorsqu'il a 2 ans. Il est élevé par une grand-mère apparemment acariâtre, ou en tout cas qui ne l'aimait pas beaucoup, à la campagne. Il s'enfuit de chez lui, et vers l'âge de 10 ans, à l'époque, ça se faisait, il est né en 1883,
vers 10-12 ans, il va travailler à Montluçon, dans une usine de corroyage, c'est-à-dire qu'il s'occupait du cuir. Puis alors, il a monté quelques échelons et il est allé dans un endroit où on reliait ces pots, qui servaient justement pour relier les livres. Mais il ne savait pas ce qu'il y avait dans les livres qu'il reliait, puisqu'il ne savait ni lire ni écrire. Et donc, il a pris des cours du soir. Et puis, comme souvent dans ces cas-là, il a eu un parcours accéléré et il a rattrapé le temps perdu et il s'est mis à écrire à son tour et il s'est mis à publier des recueils de poèmes, à concourir dans différents jeux floraux et autres académies de province. Et il était heureux. Et quand je descendais pour me faire corriger mes premières œuvrettes, c'est-à-dire essentiellement au moment de la fête des mères, j'ai commencé à écrire des poèmes. Puis alors à un moment donné, c'est là que le journaliste a commencé à apparaître. À un moment donné, je me suis passionné pour l'idée de raconter dans une espèce d'œuvre épique ce qui s'était passé pendant l'année entière. Il se trouve qu'on avait un journal local qui correspond un peu à votre Maine libre, qui s'appelait l'Union, qui s'appelle toujours l'Union. Et l'Union, en fin d'année, donnait le récapitulatif de tous les événements de l'année. Et moi, je mettais ça en poème. Et j'allais montrer ça à mon grand-père, qui ne me passait rien, et qui était très dur sur la versification, sur les alexandrins et sur tout ça. J'avais beaucoup d'admiration pour lui. Il avait des médailles de vermeil, de bronze, d'argent, d'or, tout ça. Et je regardais ça et je voyais ces immenses manuscrits qui étaient autour de lui. Ça sentait le cuir. Oh là là, j'étais écrasé par cette culture-là et en même temps désireux, au fond de moi, sans jamais le dire évidemment, de rejoindre un jour ces auteurs dans sa bibliothèque ou dans une bibliothèque tout court. Il a publié des poèmes, vous avez écrit des poèmes, mais vous dites « je n'ai jamais songé à les publier ». Il vaut mieux pas, non. Ah bon ? À ce point-là ? Bon, oui, parce que voilà, il faut connaître ses limites et je pense qu'elles sont assez aiguës dans ce domaine. Donc il y a eu des gens qui ont écrit des choses infiniment plus de qualité, quoi. Donc voilà. Ça c'est intéressant ce que vous dites, des gens qui ont publié des choses de plus grande qualité. Parce que vous avez rencontré 5000 écrivains, je crois que c'est ça à peu près dans votre carrière de journaliste. Comment vous n'avez pas été à un moment donné paralysé, vous auriez pu l'être, par une sorte de complexe d'infériorité en rencontrant ces grands auteurs qui auraient pu vous empêcher d'écrire simplement? Ça n'a pas été le cas à un moment donné? Alors ma chance est venue de ma première publication. Lorsque j'ai écrit le livre dont je vous ai parlé, Les Enfants de l'Aube, je suis à Strasbourg, j'ai 16-17 ans, je ne suis pas super bien dans ma peau. Je raconte cette histoire qui est au fond l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, après ma leucémie. Je la raconte de manière romancée, mais une fois que j'ai raconté ça, je me sens déjà mieux. Je ne raconte pas du tout pour publier. Et puis, bien plus tard, une quinzaine d'années plus tard, je commence à présenter le journal sur Antenne 2 et je suis interviewé un jour dans un journal et on me dit, mais quand est-ce que c'est né pour vous, l'amour de l'écriture, etc. Et je dis que ça n'a pas toujours été le cas et qu'il y a bien longtemps, j'avais écrit d'abord des livres avant de vouloir devenir journaliste. Et c'est là qu'un éditeur m'a demandé de sortir ces manuscrits que je ne voulais pas lui montrer au début. Je pensais que c'était trop puéril, trop enfantin. Et puis finalement, voilà, il y a eu des publications très rapides et c'est comme ça que j'ai pas eu de complexe. C'est le succès qui vous a décomplexé? Oui, d'une certaine façon. Alors j'ai eu la chance de tomber sur un livre qui a été un truc formidable, quoi. Enfin, il y a une trentaine d'années, il y avait eu plus d'1 500 000 exemplaires. Donc à partir de ce moment-là, j'étais décomplexé vis-à-vis de tout. D'abord, plus le désir de faire ce que certains désirent souvent un peu trop, c'est-à-dire le best-seller. Et puis deuxièmement, voilà, bon, je sais à peu près qui je suis, où je suis, et j'ai été extrêmement honoré de rencontrer tous les grands écrivains dont je parle dans ce livre. Alors ça peut être dans des émissions, mais c'est parfois dans des cadres plus privés. Est-ce que les livres dans leur ensemble vous ont laissé plus de traces, pour reprendre le titre du livre, que les rencontres avec les personnalités, quelles qu'elles soient? Ça dépend. Je pense que Saint-Exupéry disait qu'on est de son enfance comme on est d'un pays. Je pense que mon enfance, mes lectures, mes héros, mes amis, puisque moi j'avais pas d'amis, j'étais tellement sauvage, tellement timide, que je ne
j'étais incapable de parler à qui que ce soit, y compris en classe. Ma mère montait au grenier, me regardait parce qu'elle pouvait plonger dans la salle dans la cour de récréation, et elle me voyait, paraît-il, toujours seule avec ma petite voiture que je promenais le long de la glissière. Et en fait, ces amis, pour moi, c'était vraiment les héros des livres. Et puis un peu plus tard, ceux qui ont inspiré ces livres, et les auteurs, bien sûr. Donc, à partir de ce moment-là, j'étais bien avec eux. J'ai été dans un compagnonnage qui m'a rendu heureux, qui certainement, je pense, m'a formé. Et puis ce sont des écrivains qui sont vos modèles de journalisme, finalement. Les Kessel, les Hugo, les Sandra, Albert Londres, Kessel et tous ces gens, oui, évidemment, c'était les gens que j'admirais le plus. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé à Paris, j'ai écrit à 4 écrivains, dont 2 qui étaient pour moi des idoles, qui étaient André Malraux et Joseph Kessel. Alors on va parler du journalisme. Vous dites, dès le premier chapitre sur le métier du journalisme, vous posez tout de suite les choses, vous dites « J'ai passionnément aimé mon métier de journaliste et beaucoup moins mon milieu qui me l'a bien rendu », c'est le moins qu'on puisse dire. Comment vous avez fait pour tenir aussi longtemps alors tenir longtemps, pourquoi est-ce que je continue à présenter le journal télévisé, je ne sais pas. À supporter ce milieu. Hein, oui. Mais moi, c'était pas l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'était faire ce métier. J'adorais ce métier, aller au contact des gens, rencontrer, tout ça. Après, il ne m'a pas échappé que nous sommes dans un pays, et je dirais même dans une humanité, hein, plus généralement, où l'envie est parfois le moteur. Hein. Parfois, ça peut être la jalousie, parfois, ça se présente d'une manière différente, mais c'est souvent quand même une espèce de frustration de ne pas être la personne, ou de vivre par procuration à cause de tel ou tel. Bon, voilà. À partir de ce moment, moi, j'ai continué à tracer ma route, et au fond, je m'en suis plutôt bien sorti. Ça m'a parfois affecté, parce qu'il y avait des choses qui étaient profondément injustes, mais comme j'ai lu tellement de bêtises, tout ça, alors à un moment donné, je dirais presque qu'il y a un vaccin à la bêtise. Quoi, et donc, vous avez recherché les coups par moment ? Oui. Ouais. Oui, parce que au fond, j'aime bien narguer. Quoi. C'est très bizarre d'ailleurs pour mais souvent d'ailleurs les professeurs vous expliqueront que les timides, comme ça, quand ils regardent moi, je ne sais pas pourquoi, mais mes professeurs, mes instituteurs disaient que j'avais l'air insolent. Alors que je vous assure, j'avais surtout pas envie de parler, j'avais surtout pas envie de la ramener, mais il y avait, paraît-il, un petit regard insolent dans tout ça. Puis j'ai gardé ça après avec... Y compris dans le bonjour au journal télévisé, qui était un petit sourire. Oui, peut-être aussi, voilà. Bon, c'est une façon d'avoir une petite distance vis-à-vis de l'exercice. C'est jamais qu'un exercice. Voilà, j'ai la même carte de presse qu'un certain nombre de mes confrères qui sont ici. Je ne suis ni meilleur ni pire, hein, voilà. Mais j'ai vite vu que voilà, on n'aime pas quand ça va trop bien pour les gens. Et après, c'est pas anormal que quand on reçoit beaucoup d'honneurs, on reçoit aussi un peu de chou-fleur ou de coups. Est-ce que vous avez recherché par moment la surexposition, et à partir de quel moment elle vous a véritablement pesé ? La surexposition, non, je crois vraiment pas. J'ai eu la chance de démarrer mon premier journal télévisé, c'était en 75, c'était sur Antenne 2. Et c'était un moment où les gens se fichaient parfaitement de qui présentait le journal télévisé. Aujourd'hui, vous avez des stars qu'on appelle, dans un domaine qu'on appelle la télé-réalité, qui est à peu près tout sauf de la réalité et pas beaucoup de télé derrière tout ça. Mais enfin, l'idée, c'est toujours le fameux quart d'heure de célébrité de Andy Warhol, tout ça. Donc chacun est à la recherche de ce quart d'heure de célébrité. Si ça doit passer par un coup de téléphone, ça passera par un coup de téléphone. Si ça passe par une incongruité, ça passera par ça. Mais moi, quand j'ai commencé, tout le monde se fichait de ceux qui présentaient le journal. À ce moment-là, étaient Jean-Marie Cavada, Jean Lanzy, Pierre Lescure. Ils changeaient tous les jours. Puis un jour, on m'a demandé de présenter, et puis ça a marché. Mais pour autant, il n'y avait pas de couverture de presse, rien du tout. Les choses sont arrivées progressivement, puis après, il y a eu la concurrence entre les chaînes. Donc, comment dire, j'ai pu accompagner ça. Et quand est arrivée la privatisation de TF1, plus la création de la 5, de la 6,
J'ai senti qu'à ce moment-là, ça montait. Mais j'étais déjà sur la vague, donc j'étais déjà sur mon surf, quoi. Et après, à quel moment est-ce que j'ai voulu... Est-ce que ça vous a pesé? M'en sortir, oui. À un moment donné, ça m'est apparu très, très pesant. Et j'ai écrit un livre avec mon frère, c'était chez Gallimard, un roman, parallèlement à un livre qu'on écrivait sur Laurence d'Arabie. On a écrit un roman qui s'appelait Disparaître, et j'avais vraiment voulu raconter ça, quoi. Comment un homme, dans l'extrême exposition, la surexposition, dans l'extrême notoriété, a envie de quitter cette notoriété. L'histoire de Laurence d'Arabie, je vous la raconte d'une manière extrêmement brève. C'était quelqu'un qui était passionné d'archéologie, de tribus arabes, qui vivait au Caire d'abord, puis ensuite assez vite dans les contrées désertiques, et il était heureux comme ça. Et puis voilà qu'éclate la guerre 14-18, et les Américains se demandent si, oui ou non, ils vont intervenir dans le conflit. Et l'opinion, vous savez, dans ces cas-là, est assez peu interventionniste. Alors, ils disent, on va envoyer 2 journalistes. Alors, les 2 journalistes en question, on va essayer un peu de chauffer l'opinion. Les 2 journalistes en question arrivent en France. 1917, vous vous rendez compte, c'est les mutineries, c'est Verdun, c'est Douaumont, etc. Il y a mieux pour essayer d'exciter les Américains et pour leur demander de rentrer en guerre. Et ils finissent par arriver, après être passés par les Dardanelles, ils finissent par arriver au Caire. Et là, on leur dit, mais il y a un gars qui est formidable, un petit major, allez le voir, et c'était Laurence d'Arabie. Et ils font des photos de ce garçon, qu'ils nous interrogent pendant à peine 2 jours, puis ils reviennent, et ils font une série de conférences, surtout les gens qu'ils ont rencontrés, notamment le général Allenby, qui avait beaucoup d'importance, et puis ce petit bonhomme de rien du tout. Et ils s'aperçoivent que l'effet que donne ce Laurence sur l'auditoire est un effet exceptionnel. Vous qui avez l'habitude des très grands auditoires, imaginez que leurs conférences ont été regardées par 3,5 millions de personnes, comme ça, qui venaient les voir en Angleterre, puis en Australie, puis aux États-Unis, partout. Et donc, Laurence d'Arabie, puis ils avaient fait passer des chameaux pendant la conférence, imaginez là, voilà, il y a des chameaux qui passent. Bon, c'était devenu un barnum invraisemblable. Et quand Laurence arrive en Angleterre, il n'est pas au courant de tout ça. Et il s'aperçoit que c'est une immense vedette. Il ne souhaite que quelque chose, alors qu'il va devenir général, il était colonel, il demande à être rétrogradé, 2e classe. Donc il va essayer, il change de nom plusieurs fois. Dès qu'il est débusqué par des journalistes, il change de nom. Il fuit tout le temps. Et toute la fin de sa vie, ça va être comme ça. Et il va terminer d'ailleurs sur sa moto à aller très très vite, et sans doute, peut-être, est-il en train d'échapper à ces gens qui sont devant, en train de le traquer devant chez lui. Voilà. Donc c'était un moment de ma vie où je me sentais en communion avec ce moment-là. Et quand j'ai quitté le journal télévisé, comme vous le savez, pas tout à fait de mon plein gré, eh bien, j'ai pensé que ça allait se dissiper. Et en fait, non, ça a continué, mais d'une manière extrêmement gentille et affectueuse. Ça vous a manqué, j'emploie le terme volontairement, violemment, les premiers mois, l'antenne, le journal, être dans l'actualité? Ce qui manque, évidemment, c'est lorsqu'il y a un événement. J'ai par exemple le souvenir, lorsqu'il y a eu l'élection d'Obama, je suis parti là-bas pour un journal régional qui était la Dépêche du Midi, mais juste pour être là, quoi, parce que j'avais suivi toutes les élections aux États-Unis depuis celle de Carter en 1976. Et donc, je voulais être là, je voulais sentir. Et puis, un autre moment où j'ai eu des petits frémissements, c'était la dernière élection présidentielle en France, parce que j'avais vécu là aussi depuis 1974 toutes les élections, et que j'avais envie un peu de sentir la manière dont ça se passait. Voilà, c'est peut-être un des rares moments où j'ai été dans un vrai manque. Le reste du temps, j'ai
bon, j'ai bien réussi, je crois, à tourner la page et surtout à basculer vers des activités qui sont tout à fait différentes. Vous racontez les coulisses de ce dernier journal du 10 juillet 2008. C'est incroyable parce que vous racontez d'abord que tous les journalistes extérieurs à la chaîne sont interdits d'entrer, évidemment. Personne n'assiste au journal de l'extérieur. On a prévenu le chef d'antenne, c'est ça, chef de chaîne, oui. Chef de chaîne en lui disant si PPDA dit un truc de travers pendant son journal, tu le coupes en direct. Oui, en fait, les choses... très peur que vous dérapiez, quoi. Il y avait une immense méfiance de la part de ma direction, qui était persuadée que j'allais faire un coup d'éclat, en profiter pour dire des horreurs sur la chaîne, ce dont je me suis bien gardé, parce que je trouve que c'est parfaitement inélégant, d'une part, et qu'ensuite, on ne brûle jamais ce qu'on a adoré. Et donc, des ordres avaient été donnés et des programmes de substitution avaient été préparés. Et puis, pour ne pas éveiller une quelconque attention, les derniers mots que j'ai prononcés, je ne les ai pas du tout écrits sur le prompteur, parce que quand vous écrivez sur un prompteur, ceci est consultable par énormément de gens à tous les rouages de la chaîne. Donc voilà, les derniers mots, quand j'ai dit au revoir aux téléspectateurs, je les ai improvisés pendant le journal, pendant les différents sujets qui passaient. Et puis on a déménagé votre bureau pendant que vous prépariez le journal aussi. Oui, c'était extrêmement gai. Quand je suis revenu, il n'y avait plus rien. J'ai eu le droit quand même à quelques photos que j'ai pu récupérer. Et puis après, au revoir. Je ne suis plus jamais revenu sur cette chaîne. Je n'ai plus jamais été invité pour parler de quoi que ce soit. On n'a jamais vu votre visage, parce que vous racontez qu'en fait, lorsqu'on a diffusé par exemple une interview de Lévi-Strauss, on a mis un plan de coupe. C'est-à-dire qu'on a fait disparaître oui, à votre chaque visage. fois que j'apparaissais, il y avait soit un noir, soit rien. Sur un livre où il y avait vous aviez signé la préface du livre, on a mis un Chatterton pour qu'on ne voit pas votre nom. Enfin, c'était assez étonnant, là, cette espèce de criminalisation des événements, là où, vous savez, où on fait disparaître comme ça de l'histoire officielle des gens qui en ont fait partie. Bon, il me semble quand même, j'ai fait ça juste pendant 21 ans, j'ai dû un peu participer, je crois, peut-être à l'histoire de cette chaîne et peut-être à sa réussite. Alors quand on est dans la lumière, j'allais dire tout va bien, quand on en sort, est-ce que les gens se révèlent dans ces moments-là ? Oui, mais alors vous avez les bons côtés, puis les moins bons, bien sûr. Bon, vous avez les opportunistes, ceux qui vont vers les courants dominants et qui vont leur être utiles. Il y a eu assez peu de gens qui se sont très mal comportés. Il y a eu juste quelques marques d'indifférence que l'on imprime encore plus fort dans ces moments. Vous avez 2 ou 3 moments dans la vie d'un homme, d'une femme, qui font que on est ultra sensible. Donc le moindre regard qui se détourne prend une importance considérable à ce moment-là. J'en ai vu 1 ou 2 qui se sont détournés. J'ai vu en revanche des gens se révéler et ça rend très heureux. Et puis j'ai vu surtout cet extraordinaire peuple des téléspectateurs qui s'est manifesté, quoi. C'était magnifique, c'était massif, c'était beau, c'était des LED, c'était de toute forme des désirs de boycott de la chaîne. Enfin, c'était impressionnant parce que on se dit que finalement on avait tissé quelque chose avec ces Français-là qu'on connaissait à peine, puisque quand je parlais, moi je parlais juste à une caméra et derrière je voyais à peine avec les projecteurs le visage du caméraman, mais c'était à peu près le seul contact que j'avais. Je recevais quelque chose comme 300-400 lettres ou mails ensuite par jour, mais c'était à peu près tout ce que je voyais des gens et j'étais heureux de sentir cette affection-là. Oui. La configuration de votre petit agenda que vous nous avez montré tout à l'heure a dû d'un seul coup changer, parce que le 20h se libère, à cette heure, vous ne pouviez plus aller au spectacle, au cinéma, à l'opéra, que vous affectionnez particulièrement. Ça a complètement changé votre organisation de vie au quotidien, non ? Oui, alors je ne sais pas si c'est freudien ou pas, mais je me suis retrouvé à déplacer beaucoup de rendez-vous vers ces heures-là. C'est vrai. Ce qui m'a empêché de regarder le journal télévisé depuis mon départ. Je n'ai plus jamais regardé le journal télévisé, mais si je réfléchis bien, je ne le regardais pas non plus quand je le présentais. Oui, c'était difficile de le regarder en même temps, mais même ceux de ma consoeur, que j'aime beaucoup, Claire Chazal, je ne les regardais pas le week-end. Donc, si je regarde bien, je n'étais pas très, très connecté
au journal. Je ne suis pas fou de mon image, je ne suis pas narcisse au point de désirer me regarder. Donc j'avais une sorte de rejet comme ça, inconscient. Et ça s'est accentué, puisque depuis, je n'ai pas regardé, mais parce que j'allais à l'opéra, parce que je vais à la Comédie Française, parce que je fais beaucoup de choses, et je dirais même plus de choses qu'avant, mais plus éclatées que naguère. Alors, on va parler un peu de vos rapports aussi avec les présidents de la République. Il y a cette phrase célèbre de Jacques Chirac en juillet 2000, c'est le 14 juillet 2000, qui dit « Je trouve que votre question dérape vers une certaine insolence », puisque vous allez l'interroger sur les affaires. L'insolence, elle est indispensable pour vous, notamment face au président ? On n'a pratiquement aucune légitimité, nous, par rapport à eux, face à eux. Ils sont élus. Ils se sont battus, ils sont élus démocratiquement. Le président du Conseil constitutionnel a décidé qu'ils avaient bien la place qu'ils devaient avoir. Donc, qui sommes-nous à côté, si ce n'est désignés par nos patrons pour représenter soit les journalistes, soit peut-être aussi un peu l'opinion. Et c'est là que s'installe la différence et le clivage. Je pense qu'il faut toujours se mettre à la place du téléspectateur, qui est aussi un citoyen, et se dire, moi j'aimerais bien lui poser cette question-là. Donc il faut essayer d'éviter ce qu'on appelle les questions de journalistes. Les journalistes, entre eux, s'auto-intoxiquent d'une certaine façon. Ils écoutent le matin ce qu'ils se disent à la radio. La radio reprend ce qui s'est écrit dans la presse écrite, etc., etc. Donc tout le monde se mord la queue. Donc déjà, essayer de se mettre à la place du téléspectateur, et ensuite, face à des animaux, enfin je le dis avec même parfois une sorte de pointe de respect, face à des animaux politiques, aussi armés, notamment grâce à l'élocution et au verbe, il faut, et qui sont, comme vous l'avez vu, quand même toujours capables de nous débiter assez souvent des formules préparées. On appelle ça aujourd'hui des éléments de langage, c'est-à-dire quelque part, quelqu'un à l'Élysée ou ailleurs dit, voilà, le thème, ça va être ça, et vous allez répondre avec 3-4 mots ou 3-4 lignes, et donc tout ça est décliné à l'infini jusqu'à une espèce de saturation pour le téléspectateur qui s'en rend compte. Donc, face à ce qu'on a appelé aussi la langue de bois, je crois que c'est utile de temps en temps de piquer la personne interviewée par des questions qui sont un peu impertinentes ou qu'elle ne voit pas venir forcément. Voilà, ça, moi j'aimais bien ça parce que c'était un moment de télévision, d'une part, et parfois révélateur de ce qu'est la personnalité de l'interviewé. Ces questions à chaque fois étaient préparées, vous saviez à quel moment vous alliez les poser, ou c'est finalement dans le fil de l'interview qu'elles se présentaient? Parce que c'est vrai que vous faites ce que font aussi les politiques, c'est-à-dire il y a une période de mise en confiance, vous posez des questions assez sympathiques, et puis d'un seul coup, vous assénez la question vache, si je puis dire. C'était un peu votre technique? Alors écoutez, il y a une technique que vous pratiquez très bien d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais regarder ses notes, jamais. Parce que sinon, vous lâchez la personne qui, évidemment, en profite pour s'ébrouer dans la nature, raconter ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, etc. Donc, il faut le prendre là, comme ça, je dirais même presque avec des crocs de vipères, et attraper le regard et garder le regard le plus longtemps possible. Donc, si vous êtes dans une situation de cette nature, il faut évidemment beaucoup préparer en amont, mais en même temps, jamais se dire « Ah oui, mais alors après la question numéro 3, il y avait la question numéro 4 ». Non, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui vous aiguille vers tout à fait autre chose. Et ça, j'aimais bien ce moment où on est dans une sorte de lutte un peu de sumo, quoi. Et au fond, s'il y en a un qui abandonne la partie, et surtout s'il s'agit du journaliste, rien ne se passera, si ce n'est qu'un discours 1000 fois et trop préparé. Aujourd'hui, on le voit bien, l'influence des conseillers en communication est très forte et beaucoup trop forte. Ce qui fait que quand vous voyez des gens qui arrivent, nous sommes là dans une abbaye magnifique, vous avez vu que la grande mode aujourd'hui, c'est la confession. Donc vous arrivez à confesse,
vous sortez d'une chambre, d'un Sofitel, ou vous sortez au hasard d'une banque en Suisse, je ne sais pas. Voilà. Vous arrivez, vous êtes alourdi par ce péché, et vous déposez tout ça sur la table, et vous dites, voilà, mon père, mon frère, ma sœur, c'est ma très grande faute, etc. Bon, ça peut être très sincère, parce qu'il y a des gens chez qui la nature religieuse, si je puis dire, est plus forte que tout. Mais hélas, la plupart du temps, c'est très très fabriqué. C'est préparé par des conseillers en communication qui disent « Ah non, non, s'il vous plaît, non, pas ma part de vérité. Si on essayait ma part d'ombre, ah oui, on va essayer avec ma part d'ombre. Ah oui, tiens, ça bien, on va recommencer. » Et donc là, vous avez malheureusement des discours formatés, y compris chez les meilleurs d'entre eux, parce que j'ai l'air de me moquer comme ça, mais il y a des gens évidemment extraordinairement doués. Mais quand ils passent par cette espèce de moule de la préparation, ils sont plus authentiques. Et je le regrette beaucoup, personnellement. Vous avez côtoyé quasiment tous les présidents de la République, alors à part De Gaulle et Pompidou, avant qu'ils ne soient élus, et vous décrivez finalement des personnalités très attachantes, très touchantes, tant qu'elles ne sont pas au pouvoir. Mais à partir du moment où elles y accèdent, vous dites qu'elles changent complètement. Mais le pouvoir, c'est d'abord une forme d'aphrodisiaque, c'est une forme de drogue aussi. J'en sais quelque chose à ma manière, parce que d'une certaine façon, le pouvoir, ou petit pouvoir, la mini-puissance que nous pouvons avoir, nous journalistes, parfois on peut même aller au-delà, et on peut aller sur l'abus de pouvoir. Il faut toujours faire extrêmement attention. C'est pour ça que je suis toujours très sévère vis-à-vis de tous ceux qui dépassent cette ligne-là, qui profitent d'une situation de supériorité pour que ce soit d'ailleurs même un gendarme sur le bord de la route, quelqu'un qui vous fait poireauter à un guichet de sécurité sociale, un président de la République qui profite de son pouvoir, ou un journaliste qui profite du mal qu'il peut éventuellement faire. Donc tout ça, il faut faire toujours très très attention. Mais une fois que vous avez intégré tout ça, faut y aller franco. Voilà. Bon, certes, ils sont élus, mais nous, on a aussi notre franc-parler. Et je pense que c'est là qu'à ce moment-là, des choses peuvent se révéler. Il faut jamais préparer, jamais essayer de leur... Il y en avait un qui était difficile, c'était Giscard, parce que Giscard, il était tellement organisé dans son cerveau, aujourd'hui encore d'ailleurs, parce qu'il a un cerveau ENA, un cerveau X. Donc déjà, Polytechnique et l'ENA, quand vous avez juste le cerveau énarque, c'est déjà pas mal, mais vous rajoutez ça, ça complique. Donc lui, pour lui, tout doit être très organisé, tout. Et donc, évidemment, une interview, ça doit être organisé. Donc, il vous recevait, et puis avec son accent inimitable, que je vais essayer de ne pas imiter ce soir, mais il me disait, bon ben voilà, alors l'interview, ça va commencer par ça, et puis alors ensuite vous allez me dire ça, puis je vais vous poser ça. Puis ça devenait, et je le regardais, je dis, mais pas du tout. Alors comment pas du tout? Déjà, le pas du tout, c'était une chose qui n'était pas intégrée dans son ordinateur personnel. Et ben, je dis, mais alors il me dit, mais comment vous allez procéder? Je dis, on va voir. Et alors là, on va voir, non. Je voyais un visage effondré de quelqu'un, mais quand même, je pensais que ce garçon était quand même un peu, voilà, qui préparait ses interviews, qui travaillait, tout ça, et il est en train de me dire, on va voir. Et donc lui, l'idée que ça pouvait changer ne lui traversait pas l'esprit. Alors c'était un peu compliqué, et c'est d'ailleurs un peu à cause de lui, lors d'une interview qui a été croquignolesque, comme ça je peux vous le raconter, parce que je ne l'ai pas raconté dans le livre, mais il n'était plus président de la République, donc c'est tout à fait différent. Mais il me téléphonait tous les jours pour essayer de passer dans le journal télévisé au moment du drame du Rwanda, en 1994. Et bon, alors évidemment, on attendait beaucoup son expertise, mais ce n'était pas le premier qu'on attendait sur ce sujet. On voulait entendre le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Défense, des spécialistes, etc. Et alors au téléphone, il insistait, et alors il pensait avoir trouvé l'argument qui allait faire, qui tuait, qui allait faire mouche. Il disait, mais je vais venir avec une carte. Alors là, ça sortait une carte. Je dis, Monsieur le Président, vous savez, on en parle depuis 15 jours, des cartes, on en montre tout le temps. Oui, mon carte.
Et j'ai fini par céder, non pas pour la carte, mais pour l'invitation, parce que ce qu'il disait était intéressant, il connaissait très bien, et il commence, et il arrive avec une carte Michelin. Monsieur le Président, s'il vous plaît, vous la laissez au maquillage, parce qu'on ne l'utilisera pas. Mais si, monsieur, alors, je dis, s'il vous plaît, on ne fait pas l'interview, je me fâche, bon, il accepte de laisser sa carte. Il est brillant, il nous raconte les Hutus, les Tutsis, etc. Et à la fin de l'interview, à ce moment-là, il demande à son assistant d'aller lui chercher la carte. Heureusement, un sujet avait été lancé et il commence à déplier la carte et il voulait que le réalisateur montre sa carte du Rwanda. Et avec tous les journalistes qui sont venus après assister à son débriefing, c'était passionnant d'ailleurs, c'était vraiment absolument passionnant. Mais lui, voilà, c'était un homme rationnel, qui n'aimait pas qu'il puisse y avoir des imprévus, notamment dans une interview. Après, c'était différent. Mitterrand, lui, était au départ fort méfiant de la télévision. Il avait quelques raisons de l'être, parce que c'était, à ce moment-là, il arrive en 1981, il y avait que des gaullistes, des gens de droite à la télévision, donc il se méfiait, quoi. Et donc, la manière dont il me regarde... Ah oui, celle-ci, elle est cocasse. J'ai gardé ça, parce qu'il y en a des bien plus sympas, quand même. Ouais. Bon, c'est avant son élection, ça? C'est juste avant son élection, ouais. Il se dit, voilà, et ces gens-là m'ont maltraité. Il n'avait pas tort pour un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs. Et puis après, progressivement, on lui avait conseillé des tas de choses, y compris de se limer les canines, parce que ça faisait fort mauvais effet. Et puis, il avait fini par être extrêmement à l'aise avec l'interview. Et je pense que mes interviews les plus piquantes, c'était avec lui, parce qu'il était... D'abord, il avait une très riche culture. C'est un avocat de formation, comme Nicolas Sarkozy, à l'aise dans tous les exercices, y compris un jour, ce qui m'a stupéfait, lorsqu'il y a eu une affaire terrible autour de Bernard Tapie. Je pense que vous vous en souvenez, enterré sous un pommier 200 000 francs pour acheter le match VAOM. Il se lance dans une explication footballistique pour m'expliquer pourquoi l'OM finalement avait plutôt intérêt à faire un match nul avec Valenciennes ce jour-là. Bon, je ne savais pas qu'il avait cette culture-là. Mais, et j'ai mieux compris quand je suis sorti après de l'interview, où on s'est un petit peu accroché à propos du cas de Bernard Tapie. Je suis tombé sur Bernard Tapie, qui était dans la garden party de l'Élysée ce jour-là. Et c'était là aussi, ça a été assez chaud, parce que lui, il avait un franc-parler qui s'embarrassait pas beaucoup de fioritures. Vous dites que vos relations d'ailleurs avec Mitterrand se sont tendues en 88, parce qu'il vous propose d'entrer au gouvernement, ce que j'ignorais totalement. Et à partir de là, ça n'a plus été comme avant ? Oui, alors au départ, méfiance, 81. Après, séduction, je quitte le journal en 83, parce que justement, il y avait une chape de plomb là qui devenait difficile à supporter. Et après, séduction, vraie séduction, c'est quelqu'un qui aime beaucoup séduire, obtenir, surtout quand il sent qu'il y a de la résistance chez l'interlocuteur, des moments assez sympathiques, même des échanges plutôt... Voilà. Et puis en plus, 88, il est réélu, après être passé par des bas, des hauts invraisemblables. Et là, oui, il me fait la proposition de rentrer dans le gouvernement Rocard. Je décline, et là, ça se passe assez mal. Ça se passe assez mal, et après, ça s'est tendu jusque vers 1993. En 1993, arrivent des élections que la droite emporte très facilement au premier tour. Et là, je reçois un coup de téléphone du Premier ministre de l'époque, qui était Pierre Bérégovoy, et qui me demande à intervenir dans le journal. Il me dit, voilà... Alors d'abord, il me raconte que Mitterrand a dit lors du dernier Conseil des ministres, à qui devrais-je remettre mon épée de général vaincu, à M. Chirac ou à M. Poirot d'Arvor. C'était me faire beaucoup d'effet, mais enfin, beaucoup d'honneur. Mais je pense que c'était aussi, là, à ce moment-là, c'était pas que de la câlinerie. Hein. Je pense qu'il n'était pas dans la câlinothérapie. Et donc après,
Voilà, c'est là que j'ai reçu Bérégovoy, que les choses étaient assez difficiles d'ailleurs, et je le raconte dans ce livre parce que c'est certainement une des rares fois où je me suis retenu dans mes questions, parce que je sentais un homme blessé à bout et d'ailleurs qui, un mois plus tard, allait se suicider. Et je ne regrette pas d'avoir été plutôt soft, entre guillemets, dans mes questions. Vous l'avez un peu épargné, c'est-à-dire vous a demandé de ne pas parler du prêt à l'époque. Oui, il m'a dit ne m'en parle pas trop. Et je sentais un homme qui était vraiment fini et abandonné de beaucoup, d'ailleurs. Vous avez été tenté de sauter le gué, comme vous le dites à un moment donné, c'est-à-dire d'entrer en politique? Oui, la politique, quand j'étais très jeune... Parce que vous avez d'autres propositions plus tard. Exactement, Sarkozy, oui. Exactement, ouais. La politique m'a tenté, parce que je trouve ça très noble, moi, le gouvernement de la cité, puisque c'est l'origine grecque du terme, c'est beau, et tout le monde en a besoin, et il n'est qu'à voir d'ailleurs le rapport de confiance qu'il peut y avoir entre un élu quand il est maire, conseiller municipal ou conseiller général et la population qu'il représente. Mais à chaque fois, j'étais retenu par l'idée que je voulais avoir mon opinion par moi-même. Je n'ai pas envie d'être soit godillot, soit d'être de penser comme tous mes camarades, etc. Donc je me voyais pas embrigadé, quoi. Et l'exemple de Françoise Giroud vous a un peu refroidi, vous le racontez dans le livre. Françoise Giroud, oui, a été une excellente journaliste. Bon, ensuite, elle est devenue ministre de la Culture, ministre des Droits des Femmes. Mais elle s'est endurcie à ce moment-là, mais même carrément durcie d'une manière qu'elle a regrettée après. C'est quoi la colonne vertébrale des politiques? Vous en parlez beaucoup dans ce livre. Vous dites qu'il y a certains en ont, d'autres non pas. Oui, moi je parle surtout de la colonne vertébrale des journalistes face aux politiques. Parce qu'il y en a qui sont toujours dans le désir d'être près de Dieu, près du feu, là où ça chauffe bien. Et tout ça. Vous dites Chirac a une colonne vertébrale, tous les hommes politiques n'en ont pas. Oui, alors j'ajoute aussi qu'il a des convictions très fluctuantes. Mais pour autant, il a une colonne vertébrale, oui. Assez étrange de voir d'ailleurs comment cet homme, qui est fascinant à regarder pour un journaliste, parce qu'il adorait mentir. Bon, je crois qu'on peut le dire maintenant, mais qu'est-ce qui nous a sorti comme crack? Mais des choses très importantes, puis des choses relativement peu importantes. Mais ce qui était chouette, c'est que quand il était démasqué, souvent il partait d'un rire, genre oui, au fond, et c'est pas grave, et tout ça. Moi, j'avais tendance à lui pardonner. Je sais que des gens comme Giscard lui pardonnaient jamais, parce que Giscard m'a raconté un jour, je le dis dans ce livre, il m'a raconté que en 1981, donc je vous rappelle quand même, Giscard était là depuis 1974, c'est la fin du septennat. Il y a un sondage en novembre 1980, donc 6 mois avant l'élection, qui dit que dans tous les cas de figure, que ce soit face à Rocard ou face à Mitterrand, il sera réélu avec 58 ou 59% des voix. C'est pour ça que les sondages, il faut... Donc, il est plutôt à l'aise. Simplement, une petite inquiétude, c'est Chirac. Qu'est-ce que va faire Chirac? Chirac, à qui il a fait la courte échelle en 1974, mais leurs relations sont tendues. Chirac est parti de Matignon en 1976 en claquant la porte. Il a réussi à se faire élire maire de Paris contre le candidat officiel qui était Michel Dornano. Et voilà, il a une capacité de nuisance, comme on dit aujourd'hui. Et donc à ce moment-là, il finit par voir Chirac. Le rapport s'était beaucoup détérioré depuis un certain déjeuner à Brégançon. Et Chirac lui dit « Monsieur le Président, pour moi, la politique, c'est fini. J'ai décidé d'arrêter. D'ailleurs, je suis sur l'acquisition d'un petit magasin d'antiquaires à Paris. Et donc, c'est fini. Vous m'entendez bien, les yeux dans les yeux, c'est fini. » Et juste après le départ de Chirac, Giscard apprend que Chirac avait, depuis le début de la matinée, commandé les affiches pour le deuxième tour, se présenter en 1980. Donc ça, c'est quelque chose qui lui est resté en travers de la gorge. Voilà. Et il pense qu'il est pour beaucoup dans sa défaite de 1981. Donc voilà, il avait cette petite propension
à mentir, mais en même temps, il avait une vraie colonne vertébrale sur l'essentiel. C'est un homme, au fond, c'était un radical socialiste, vraiment. Il parlait beaucoup du petit Percueil, qui était la grande figure de la 4e République dans sa Corrèze, mais il avait quelque chose de lui. Et sur un certain nombre de convictions, il n'a jamais dévié. En revanche, quand vous lui parliez d'Europe, etc., il lui est arrivé de me répondre oui alors qu'il voulait dire non. Puis après, il se reprend, je lui dis, vous voulez dire oui? Il dit non, oui. Voilà, c'était sur l'Europe, je me souviens très bien, une histoire de référendum, et en fait, c'est parce qu'il ne croyait pas beaucoup, quoi. Même chose pour le quinquennat, le septennat. Je ne pense pas qu'il était si emballé par l'idée d'aller vers le quinquennat. Il l'a fait parce que le mouvement général de l'opinion et du temps allait vers le quinquennat. Mais ce n'était pas profondément son désir. Et puis un désir forcené, vous dites, d'être serviable. Et vous racontez une anecdote absolument savoureuse. Vous êtes au JDD, on est en 86. Vous êtes au Journal du Dimanche, vous avez arrêté la présentation du journal. Et vous rejoignez Chirac à Matignon. On est en pleine affaire Devaquet, il vient d'avoir un conseiller interministériel, et vous devez faire une interview de Chirac, et vous avez très peu de temps. J'aurais que vous nous racontiez cette anecdote qui est formidable et qui dit beaucoup finalement de ce qu'est sans doute Jacques Chirac. Oui, c'est assez cocasse et en même temps c'est un peu futile, hein, mais oui. Dans la vie d'un journaliste, c'est plutôt rigolo. Donc en effet, j'avais rendez-vous à 11h à Matignon, et voilà que le matin, j'apprends qu'à 11h se tient un conseil interministériel pour décider du sort de la loi Devaquet et d'ailleurs même du sort du ministre lui-même. C'est ce soir-là qu'il va y avoir des manifestations très fortes étudiantes et que Malik Oussekine va trouver la mort. Je vais donc sur place, je téléphone quand même, je dis mais non, le Premier ministre souhaite vous voir, me dit sa secrétaire, et puis j'arrive, et là il y a tous mes confrères qui sont dans la cour, tu vois, qu'est-ce que c'est que ce journaliste qui rentre dans le sein des saints? Bon, déjà, vous savez, une petite suspicion, une petite jalousie naturelle, d'ailleurs. Et 11h15, 11h30 passe, etc. Et je savais qu'il avait rendez-vous avec Madame Thatcher à Londres, donc il lui fallait partir pour Villacoublay. Et donc, à un moment donné, en effet, j'entends toutes les voitures qui commencent à vrombir, les motards, vous savez comment ça se passe. Enfin, bon. Donc, je dis, l'affaire est foutue. Et j'étais au premier étage, je me souviens très bien, je vois mes camarades qui essaient d'attendre la voiture du Premier ministre. Et à ce moment-là, au moment où je me dis, bon, c'est raté, j'aurai pas mon interview, et je me dis, oh là là, c'était important, c'était quand même une interview qui devait durer une douzaine de feuillets. Donc, que vous deviez rendre le soir même? Le soir même, pour le Journal du Dimanche. Une voix familière derrière moi, alors Patrick à cheval, et c'était lui, il m'emmène, il était remonté pour venir me chercher, et on part dans la voiture. Alors là, chic, bon, j'entends le chauffeur qui lui dit, on devrait y être dans 22 minutes à peu près. Bon, je me dis, j'ai 22 minutes pour l'interview. Monsieur le Premier ministre, tout de suite, je démarre par mes questions sur Devaquet. Alors, vous quittez, vous abandonnez, il démissionne, etc. Et il dit, mais vous ne m'avez pas dit l'essentiel. Je me dis, tiens, comment allez-vous? Bon, je dis, oui, peut-être, j'ai oublié une formule de politesse. J'ai dit, comment allez-vous, monsieur? Non, c'est pas, je parle de vous. Alors, il faut que je raconte ma vie. Il me dit, mais on vous voit plus à la télévision. Moi, je vous aimais bien. Vous ne m'épargniez rien. Vous étiez toujours la dent dure. Mais moi, on ne se refait pas. Moi, j'aimais bien. J'avais mes petites habitudes. J'aimais bien vous regarder. Bon, comme ça. Je dis, bah, écoutez, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On verra. Et donc, est-ce que je peux vous poser une question pour le Journal du Dimanche, puisque c'est là que je travaille désormais? Oui, mais ça ne va pas du tout, cette affaire. Ça ne va pas du tout. Et au moment où je me dis qu'enfin, il va pouvoir me donner, pendant ce temps-là, les 22 minutes étaient en train de s'égrener, il décroche cette espèce de combiné en bakélite, vous savez, à ce moment-là, les gros téléphones qu'il y avait dans les voitures de fonction, et il appelle. Alors j'ai dit, voilà, bon, il va appeler, je ne sais pas, un ministre ou quelqu'un. Et il appelle son directeur de cabinet, qui était Maurice Ulrich. Et il dit, voilà, je suis à côté de Patrick Poivre-d'Arvor. Il me dit qu'il n'est plus à la télévision depuis 3 ans. Comment il s'appelle le nouveau, là, qui a été nommé le président, le directeur d'Antenne 2? Alors,
quelqu'un doit lui dire Claude Contamine. Ah oui, c'est ça, d'accord. Bon, je veux qu'on l'appelle tout de suite. Et voilà. Et ça a duré comme ça tout le temps, tout le temps. J'ai dit, écoutez, s'il vous plaît, si vous vraiment voulez me faire plaisir, puisque apparemment vous avez envie de me faire plaisir, vous répondez juste à mon interview. Il ne me restait plus que 7 minutes et j'ai fait l'interview comme j'ai pu, à toute vitesse. Voilà, c'est son côté, comme ça, je veux rendre service à tout craint, même contre la volonté de l'autre. Et en même temps, cette espèce de capacité à changer de visage, de masque en quelques secondes. Et au fond, j'aimais bien être dans le cœur du pouvoir pour voir comment il fonctionnait dans ces moments-là. Parlons un peu de Nicolas Sarkozy aussi, puisque vous dites dans le livre que c'est sans doute à lui que vous devez votre éviction du 20h. Vous racontez une anecdote, vous parlez des tentatives de séduction des politiques envers les journalistes, et vous racontez cette anecdote avec Nicolas Sarkozy, qui finalement, enfin vous dites c'est tout Sarkozy, vous êtes dans son bureau, et au moment où vous quittez le bureau, il vous donne son numéro de téléphone, c'est ça, portable personnel, et il vous dit « C'est une marque de confiance, me dit-il, avec une certaine théâtralité, une manière de te signifier mon amitié. » Ça, c'est tout lui ? Oui, parce qu'en fait, c'était dans un moment très difficile pour lui, magnifique sur le plan politique. Il était ministre de l'Intérieur et on était en pleine campagne électorale. Mais malheureusement, sur un plan privé, c'était un moment assez douloureux. Et il était d'ailleurs assez impressionnant parce qu'il était tout le temps en train de faire des SMS et il réussissait à me parler lors d'un petit déjeuner à Place Beauvau, d'ailleurs avec une pensée très structurée, mais un peu mécanique, alors que je le connaissais depuis bien bien longtemps et avant même qu'il soit maire de Neuilly. Or, il a été maire de Neuilly à l'âge de 27 ans. Et voilà, il envoyait ses SMS, puis à un moment donné, il a quitté le bureau, il est revenu, etc. Bon, je ne veux pas rentrer sur les détails intimes, mais je sentais qu'il y avait quelque chose chez lui de très douloureux. Et sa manière de me prendre le bras, parce qu'il a un côté très tactile, Sarkozy. Quand il vous prend le bas, en général... beaucoup de gens ont des bleus, non voilà. Ah oui, vous en sortez, vous vous rendez compte, pendant toute la journée, il est très... Voilà. Et donc il était là et il me dit voilà, je vais te donner comme si je sais pas, il me donnait un bout de son Graal et c'était important d'ailleurs, c'était son numéro, oui, vraiment. Et voilà, c'était tout lui et une espèce de détresse passionnante à observer alors qu'on le voit par ailleurs dans un envol bien raconté d'ailleurs par le film La Conquête. Il est dans un envol magnifique sur le plan politique, parce que c'est le rêve de tout homme politique, enfin, à ce niveau-là. Et en revanche, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Voilà. Et donc, des histoires comme ça, j'en raconte pas mal dans le livre. Alors, vous revenez évidemment sur cet épisode. C'est l'envers du décor. Sur cette interview, c'est pas au 14 juillet, c'est une des premières interviews de Sarkozy, je crois, à l'Élysée. Ouais. Oui, ça doit être 3 semaines après son arrivée. C'est sa première interview. Après le G20, vous lui dites justement cette fameuse phrase, vous lui dites, comment vous l'avez dit exactement, vous en souvenez très précisément Non, mais comme on me l'a montré souvent à la télévision, c'est Monsieur le Président vous a vu très à l'aise au milieu des chefs d'État lors du sommet du G20, presque un peu excité comme un petit garçon qui est en train de rentrer dans la cour des grands. Ça, il n'a pas aimé du tout, oui. Donc ça vous a valu a priori votre place. Alors vous, en plus, vous aggravez votre cas, puisque le lendemain, vous lui envoyez un mot, une phrase de Saint-Exupéry qui dit « Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants ». Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Ça vous me essayez de concerne. rattraper, mais ça n'a pas été... Et c'est drôle parce que ce mot de petit garçon, c'est un mot que j'emploie souvent. Mais vous auriez pu employer pour vous. Oui. Ça aurait pu être le titre du livre, presque. Ouais. Voilà, je me dis que j'ai eu de la chance, que parfois je suis émerveillé de telle rencontre, de telle possibilité. Et je me dis, j'ai eu du pot, quoi, finalement, et je suis comme un petit garçon émerveillé. Donc, dans ma bouche, c'est pas très insolent. Enfin, c'est pas le summum de l'insolence. Je peux faire mieux. Justement, ce regard émerveillé sur les rencontres que vous avez faites, comment finalement garder la capacité de recul, de distance par rapport aux personnes que vous interviewez ou que vous avez rencontrées, des chefs d'État, des artistes? Parce que avec les artistes, autant avec les journalistes vous étiez parfois impertinent, avec les artistes vous étiez assez coulant. Oui, en général. Ça, c'est la capacité d'émerveillement qui agit? Oui. D'abord, si vous regardez bien, les interviews d'artistes sont rarement dures ou lance-flammes, etc. On est même beaucoup trop complaisant. On est même parfois à la limite de la promotion. C'est plus ou de la communication, plus que de l'information. Mais c'est un moment du journal télévisé, comme une sorte de repos, de respiration.
Et donc, pour lui donner un peu plus de piment, il faut mettre soit un peu de séduction, et c'était assez facile avec les femmes. Notamment, il y avait des actrices qui aimaient bien jouer sur la même, presque un peu la drague en direct. C'est joli, d'ailleurs. Et puis certains autres, c'est des shows, des numéros, et ça, j'aime bien. Mais là encore, il faut savoir qui on est, quoi, par rapport à eux. On n'est pas. Parfois, il y a des gens qui veulent être dans l'histoire, au centre de l'histoire. On n'est jamais que des témoins. On est un peu hors du champ. Et on est pendant quelques secondes avec eux. On les accompagne. Pas plus, pas moins. Voilà. Essayez de ne pas trop en rajouter. Cette séduction, vous étiez aussi dans cette séduction avec les femmes politiques, parfois? Ça dépend desquelles. La plupart d'entre elles sont assez blindées, quoi, quand même. Hein. Ouais. C'est dommage, d'ailleurs. Moi, j'aime bien quand elles laissent un peu, Madame la vice-présidente, quand elles laissent donner un peu leur part de féminité. Mais évidemment, d'abord, il faut bien voir qu'elles sont dans un milieu très, très machiste. Et ça n'a pas été facile souvent pour elles de s'imposer. Donc elles sont un peu blindées. De temps en temps, il y en a qui jouent un peu. Je me souviens d'un moment de l'élection de 2007 où Ségolène Royal, qui marchait un peu sur l'eau à ce moment-là, vous vous souvenez, hein, il y avait ce côté... elle le pensait aussi. Et donc... elle avait ce côté-là parfois, mais très vite la nature reprenait le dessus. Mais bon, une fois ou deux, je me souviens de moments qui étaient assez jolis parce que il y avait, après chacun se fait son opinion sur des critères qui sont évidemment autres que physiques, heureusement. Mais moi, ça me semble pas inutile de rajouter un brin de séduction quand on veut séduire les électeurs. Hein, ça me paraît plutôt naturel. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui les journalistes et les hommes politiques soient mis dans le même sac? C'est-à-dire que ce sont les Français, dans tous les sondages, les rejettent, et les uns et les autres, ces deux corporations-là. Est-ce que ce ne sont pas deux milieux, finalement, qui ont du mal à accepter la critique? Oui. D'abord, je pense qu'il y a eu, pour un certain nombre de journalistes, peut-être un peu trop de connivence. Ça m'a beaucoup frappé. Alors, c'est pas très facile quand on est en région, par exemple, parce qu'on vit les uns avec les autres. On vit les uns sur les autres. Bon, c'est compliqué. C'est vrai que quand vous regardez bien aussi le nombre de femmes journalistes qui ont épousé des hommes politiques, parfois ça donne le tournis, hein, parce que quand même, jusqu'au plus haut sommet de l'État, il y en a quand même eu beaucoup. Hein. Donc, c'est normal que le doute s'installe chez les gens. Et puis, d'une manière générale, si vous regardez bien, ce sont tous les décideurs qui sont dans le même sac aujourd'hui. C'est-à-dire que des avocats, des juges, même les instituteurs qui jusqu'alors, les professeurs qui étaient déifiés, se retrouvent aussi contestés, critiqués. Les prêtres, c'est la même chose. Tout ce qui était des marques fortes d'autorité, tout ça est sapé. Et ça l'est encore plus dans ces temps de très grande communication où tout le monde sait tout sur à peu près tout le monde. Et deuxièmement, dans ces temps d'incertitude. Aujourd'hui, c'est très étrange. Regardez, il y a eu la publication il y a à peine 15 jours d'un mauvais sondage. Bon, les mauvais sondages, il y en a milliards, mais mauvais indice sur le pouvoir d'achat. On dit, les Français... ont perdu un peu de leur pouvoir d'achat pour la première fois depuis 19 ans. Mais si vous regardez les choses à l'envers, ça veut dire que pendant 18 ans, leur pouvoir d'achat a augmenté. Non, en ce moment, l'époque, le regard, l'humeur de ce pays est devenue terriblement négative, donc rien ne peut avoir grâce. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On se retourne toujours vers l'autre, soit l'étranger, soit celui qui gêne, soit celui... Et les crispations montent et deviennent très importantes. Donc, le rejet des élites est une constante qui, aujourd'hui, a pris des proportions assez inquiétantes, de toute nature, hein, de toutes sortes d'élites. C'est difficile de remonter la pente de cette confiance. Je crois que
on ne peut la remonter que si on dit la vérité. Même quand on commet des fautes, voilà, on dit voilà, j'ai commis telle faute, ou je me suis trompé, ou j'ai sous-estimé. Mais c'est important parce que ce pays doute de lui et en ce moment, il ne s'aime pas, ce qui est encore plus inquiétant. Les journalistes ne font pas non plus grand-chose pour qu'on l'aime. Enfin, non, ce fameux train qui arrive en retard. Les journalistes en rajoutent beaucoup dans cette espèce de sinistrose générale. Voilà. Bon, je pense qu'il faudrait que tout le monde se prenne par la main, mais c'est pas gagné. Alors, vous racontez, vous dites notamment, vous parlez à un moment donné, je cherchais la page sur la formation de journaliste. Je cherche la phrase à la page 253, où vous dites « Je ne m'étonne pas finalement au regard à la lumière de la formation d'apprenti journaliste. Je comprends mieux pourquoi mes confrères se déplacent aujourd'hui en meute vers les mêmes tropismes, les mêmes idoles et les mêmes têtes de Turcs. » Vous en avez été victime, vous aussi, hein, oui, de ce qu'on appelle j'ai eu aussi des excès d'honneur. Hein. J'ai quelques indignités, mais aussi quelques excès d'honneur. Non, je pense qu'il y a en effet... Cette mode du bashing dont on parle, justement. Oui, ouais. Oui. Alors là, vous mettez... qu'est-ce qui fait vendre aujourd'hui un hebdomadaire? Bon, vous mettez Hollande est-il nul, Hérault est-il un crétin, etc. Mais on en est là, hein, y compris dans des hebdomadaires de gauche ou de sensibilité. Donc voilà, on est sur un système où les mêmes qui ont idolâtré parfois, ou en tout cas sanctifié ces gens, tout d'un coup se retournent. Et Sarkozy a connu la même chose d'une manière... ça a duré un peu plus longtemps, son état de grâce. Hollande, à peine 2 mois. Chirac, ça avait duré un petit peu plus longtemps, mais aujourd'hui, l'accélération est vertigineuse, avec en même temps des institutions qui font que, de toute façon, on est sur un carcan de 5 ans, incompressible, puisqu'il n'y a pratiquement plus de possibilité de cohabitation. Et donc, pendant ces 5 ans, il faut se supporter. Là, ça fait à peine 1 an, et déjà, les gens se regardent en chien de faïence. C'est inquiétant pour une société. Vous ne pensez pas que Mitterrand, lorsqu'il disait aux obsèques de Pierre Bérégovoy qu'on avait livré aux chiens l'honneur d'un homme, je crois que c'était cette exactement, phrase-là. C'était ses propos. Les chiens, c'était donc les journalistes. Aujourd'hui, on n'en est pas loin. Et en plus, il y a les hyènes, j'allais dire sauvages, de l'Internet, qui sont pires encore. Alors, quand il a prononcé cette phrase, je lui ai fait redire tout de suite, vous faites allusion aux journalistes. Et là, heureusement, parce que s'il m'avait dit oui, j'aurais été quand même dans de beaux draps. J'étais à 2 doigts de quitter la table de l'interview. Et là, non, il a dit non, pas du tout. Bon, je pense qu'il pensait le contraire, mais peu importe. Aujourd'hui, vous avez... Non, les hyènes, je dirais pas, j'emploierais pas cette expression, mais ce qui me gêne plus que ça, moi, c'est les gens qui sont tapis derrière l'anonymat, derrière, voilà, qui peuvent s'exprimer, ils disent tout ce qu'ils ont à dire, mais soit ils ont un pseudo, soit voilà, ils se présentent en troll ou en etc. Ça, c'est la grande mode, et c'est pas très bon, ça rappelle quand même aussi, on a connu ça, les corbeaux, c'est pas sain. Je pense que tous les arguments peuvent être débattus, mais j'aime bien à visage découvert. Vous dites quand même, on n'est pas loin des fatwas ou des lynchages en place publique, et les lapidateurs se déplacent alors en troupeau. Des mots forts. Oui, c'est malheureux. Moi, j'aime bien quand... sort un livre, sort un film, ça. J'aime bien quand les avis sont divergents, quand certains disent de mon point de vue ceci ou de mon point de vue... Non, là, il y a des gens dont vous savez que quoi qu'il arrive, ça sera formidable, et d'autres qui, quoi qu'il arrive, ça sera détestable. Et c'est pas ça. Enfin, en tout cas, c'est pas ma conception du tout du goût ou de la critique. Vous dites également, il y a belle lurette que les rubriques écho dans les magazines, avec leur lot d'imprécisions ou de manipulations, sont plus vendeuses que les articles de fond, plus fouillés et vérifiés. Comment on en est arrivé là aujourd'hui? Je pense que l'accélération du temps, ce qu'on appelle aujourd'hui le temps médiatique, donc l'instantanéité de l'événement, immédiatement su. Là, vous avez la délicatesse que n'ont pas toujours les Parisiens de ne pas consulter vos portables, etc. Mais sur vos portables, vous pouvez avoir une alerte qui vous dit à tout moment il s'est passé telle chose aux États-Unis, etc. Donc, à tout moment,
l'homme politique est sommé de répondre à un événement dont il n'a jamais entendu parler, qui va apprendre de cette manière. Donc la réaction vient tout de suite derrière l'événement. Et derrière, il va y avoir la surréaction, etc. Et puis après, il va y avoir un tour du net ou un tour des radios ou des télévisions. Et tout ça va trop vite, pas assez le temps de la réflexion. Notamment pour un décideur, pour un homme politique, il me semble que c'est capital de prendre le temps de la réflexion, de regarder les choses et de ne pas être tout de suite en train de commenter l'événement qui a eu lieu 1 minute plus tôt. Vous pouvez très bien vous passer de ne pas savoir ce qui s'est passé pendant 1 heure et en général vous en sortez avec une réflexion, à mon avis, plus apaisée et plus construite. On ressent à la lecture du livre que ce sont finalement les hommes et les femmes de foi qui vous ont le plus marqué. Jean-Paul II, le Dalai Lama, Sœur Emmanuel, l'abbé Pierre, Sœur Emmanuel, qu'on a eu la chance de recevoir ici, ce qui est sans doute le plus beau souvenir forcément. Et pourtant, on sent dans le livre que vous entretenez un rapport assez compliqué avec la foi, mais qu'on peut comprendre compte tenu des événements qui vous sont arrivés. Oui, tout à l'heure j'ai fait allusion à la perte d'un enfant. En fait, j'en ai perdu 3 et la dernière à la suite d'un suicide. C'est vrai que c'est violent, que c'est insupportable, qu'on se demande d'ailleurs pourquoi on est encore en vie après. C'est pas naturel que les enfants partent avant les parents. Vous êtes là et qu'est-ce qui vous reste comme possibilité? Il y a des gens qui trouvent, heureusement, et je parle dans un lieu qui a été naguère consacré, il y a des gens qui trouvent un immense réconfort dans la foi et je suis très heureux pour eux et j'aimerais vraiment avoir le même réconfort. Moi, ça a plutôt eu le malheur de m'éloigner de ça. Donc voilà, je me dis comment un Dieu peut accepter qu'on perde 3 enfants. Et puis, voilà, on est dans une réflexion permanente et heureusement, il y a les hommes et les femmes de foi. Et c'est pour ça que je leur consacre un long chapitre parce qu'ils ont été très importants pour moi. Que ce soit Sœur Emmanuel, que je considérais comme ma petite grand-mère, c'est comme ça que je l'appelais. Qui était très présente pour vous. Très présente à tous les moments de ma vie. Et j'étais très malheureux parce qu'à la toute fin, alors qu'on continuait à s'appeler et qu'elle était assez affaiblie dans sa maison de santé de retraite du Var, on devait faire une interview pour ses 100 ans. Et donc on avait préparé tout ça et c'est 2 ou 3 heures avant de prendre l'avion, j'ai appris sa mort. Et le pape Jean-Paul II m'a impressionné terriblement dans tous les échanges que j'ai pu avoir, même furtifs parfois avec lui, parce qu'il a changé quelque chose, il s'est imposé face à un bloc, le Dalai Lama, tout seul face à 1 milliard qui représente 1 million, un régime qui représente 1,3 milliard d'êtres humains, un homme qui depuis 50 ans n'a pas eu le droit de revenir chez lui au Tibet. Moi je suis allé pour Reporters sans frontières clandestinement là-bas et j'imagine ce qu'il peut ressentir, ou le Père Pedro ou l'abbé Pierre ou des gens comme ça qui m'ont beaucoup impressionné et qui ont certainement qui m'ont permis de croire encore en l'homme. L'humanité, c'est plus dur, mais parce que quand on voit ce qu'elle est capable de faire, quand elle se retrouve en foule ou chauffée à blanc par des discours, parfois on est pris de vertige, mais en l'homme, oui, il y a quelque chose de formidable dans le cœur de l'homme lorsqu'il naît. Alors après, c'est la théorie rousseauiste, évidemment, de la contamination par le milieu social. Mais je suis vraiment très heureux d'avoir fait ce métier parce qu'il m'a permis de rencontrer des êtres hors normes. Y compris des anonymes. Y compris des anonymes dans les hommes de foi dont je parle. L'abbé Gouraud. Il y a par exemple mon aumônier qui était l'abbé Gouraud, qui a presque autant d'importance que Monseigneur Marty, qui était l'archevêque, le cardinal archevêque de Reims, ou
son successeur à Paris, le cardinal Lustiger, qui aussi, tous ces êtres-là ont eu beaucoup d'importance pour moi. Et voilà des gens qui sont dans la réflexion. Souvent, on se pose la question, quand on voit des lieux aussi sublimes que celui-ci, on se dit, mais à quoi ça sert, les moines, à quoi, qu'est-ce qui... Et au fond, quand même, on s'aperçoit que la réflexion, c'est quelque chose de capital et qui manque à l'homme aujourd'hui, parce qu'on est toujours en train de courir, on va très 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 vite, et on n'a pas le temps de beaucoup réfléchir, pas assez le temps de réfléchir. Quand naguère vous aviez le rythme des saisons et que vous aviez beaucoup d'agriculteurs et de gens qui vivaient en fonction de ce qu'étaient leurs difficultés, de l'imprévu, de la violence, du temps, des bougies qu'on éteignait parce que, voilà, à un certain moment de la journée, c'était comme ça, ou que vous étiez rythmé par d'autres, et que vous aviez le temps de discuter autour de l'âtre, etc., il se passait quelque chose qu'aujourd'hui, il ne se passe plus, ou en tout cas qui est formidablement éclaté, très dispersé, et qui doit nuire, non pas à la connaissance, parce que je pense qu'on sait plus de choses qu'avant, que jadis, mais à l'élaboration d'une pensée structurée, quoi. Penser par soi-même, c'est déjà tellement important. Aujourd'hui, on vous prémâche des pensées, on vous les offre, ou alors on se les échange sur Internet ou par SMS. On se les échange d'une manière, je dirais presque comme du chewing-gum. Donc, voilà, je pense que c'est un cycle. À un moment donné, on reviendra à l'essentiel. Et même d'ailleurs, les fondamentaux sont toujours là. Hein, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Mais c'est beau quand même de pouvoir se forger sa propre opinion par des lectures, par des discussions, des échanges. Voilà, c'est unique. C'est pour ça que ce pays est tellement beau. Il y a des gens du sud, du nord, des gens de toutes catégories, de toutes religions, de toutes opinions. La gauche et la droite, vous l'avez vu, sont toujours à 50-50 dans ce pays avec ces deux hémisphères. C'est magnifique. C'est un pays qui a inventé les Lumières et qui, de temps en temps, retombe dans la part d'ombre dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous résume le mieux, justement? Votre vie de journaliste, votre vie d'écrivain? Vos JT, finalement, se sont envolés, mais vos écrits vont rester, comme on dit souvent. Oui, je disais tout à l'heure, juste avant de rentrer ici, que à chaque fois qu'on me parle, j'ai dû présenter quelque chose comme 10 000 journaux télévisés, on me parle toujours du dernier. Voilà, donc je vois le dernier. Donc finalement, tout ça a disparu. Personne, enfin, je connais quelques animateurs qui font le tri et la collection de tout ce qu'ils ont fait dans leur vie. Moi, je ne regarde plus jamais, c'est derrière moi. Les livres, ça demeure. Ça, les livres, je ne les relis pas, mais ils sont là quand même, ils sont derrière. Et puis les enfants, quoi. Les enfants, c'est quand même, au moins ça demeure. Et c'est peut-être ce que j'ai réussi de mieux dans ma vie. Est-ce que vous avez des questions pour Patrick Poivre-d'Arvor? Ah, très bien, monsieur. Je vais vous donner le micro. Qui va arriver. Si vous voulez bien vous mettre debout, merci, comme ça on va vous... Alors si le micro vous arrive, c'est pas pour tout de suite, à mon avis. Ça va pas tarder. Merci bien. Bonsoir, monsieur. Merci de poser cette première question. Bonsoir. Ça marche, allez-y, je vous en prie. Bonsoir, monsieur Poivre-d'Arvor. Bonsoir. Merci d'être venu parmi nous. Je suis comme un gosse ce soir, je vous vois pour de vrai. Comme un petit garçon? Complètement. Vous continuez, vous avez quitté le journal télévisé, la grand-messe du 20h, mais vous le continuez à l'insu de votre plein gré avec des guignols. Comment percevez-vous votre marionnette et votre imitateur vocal? Alors, sur Yves Lecoq, remarquable, rien à dire, c'est devenu un ami. Sur la marionnette en question, vous dire que je la trouve très ressemblante. Bon, de toute façon, on ne se connaît jamais vraiment, mais enfin bon. Mais je vais vous faire un aveu, c'est que j'ai dû, dans ma vie, la regarder peut-être 5 ou 6 fois, pas davantage. D'abord, avant, j'avais une excuse, je travaillais à la même heure. Et puis ensuite,
comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas un goût extrême de ma propre image, de ma propre voix, etc. Donc, en général, je zappe, je baisse les yeux, je ne regarde pas. Et je l'ai toujours laissé vivre sa vie. Et au fond, c'est peut-être pour ça qu'on vit d'une manière harmonieuse, parce qu'elle dit ce qu'elle veut. Je me rends compte que de temps en temps, elle doit dire des horreurs, parce que on m'accroche dans la rue, on me dit, mais quand même, vous êtes gonflé, est-ce que vous avez dit hier soir? Je dis, mais Ah oui, des gens pensent que c'est vous qui... ça fait 5 ans que je ne présente plus le journal. Oui, parce qu'il paraît que j'ai dit des horreurs sur le pape François, mais je dis, écoutez, je ne le connais pas, d'une part, et puis en plus, j'ai jamais parlé de lui. Ah oui, non, on ne parle pas de vous, mais on parle de votre marionnette. De toute façon, ne nous faites pas croire, il vous donne les textes avant. Ben non, voilà, je ne suis pas au courant de ce qu'ils disent, et quand ils ont commencé à exister, je ne leur ai pas fait de procès, je ne leur ai pas demandé de royalty, ils vivent leur vie, et malgré toutes les demandes instantes soit des dirigeants de ma chaîne, soit d'un certain nombre d'avocats qui venaient en disant profitez-en, attaquez-les ou prenez-leur de l'argent. D'autres questions? Oui, je vous en prie. Alors, il y aurait une autre question aussi, juste là-bas. Monsieur, bonsoir. 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 Télévision, encore. Depuis quelques semaines, une bonne partie de l'Ouest, et la Sarthe en particulier, a accès... Le micro bien près, s'il vous plaît, monsieur. Bien à près 6 chaînes, Merci. haute définition. 6 chaînes de plus. Quel regard portez-vous sur la prolifération des chaînes? Alors, j'ai été, comme un certain nombre de gens, moi, quand j'ai commencé à travailler à la télévision, il n'y avait que 3 chaînes, et ces 3 chaînes étaient la propriété exclusive d'un seul personnage qui se trouvait être l'État. Donc, c'était quand même un peu gênant, je trouve, pour le pluralisme, et on est nombreux à s'être battus pour qu'il y ait eu un peu plus de chaînes. Et quand il y a eu 6 chaînes, c'était déjà beaucoup plus sérieux. Maintenant, on en est à 17 ou 23 gratuites, accessibles par tous, et je ne parle pas de tout ce qui peut être sur le câble ou sur satellite, qui peut friser les 600 chaînes en France. Eh bien, comme pas mal de mes confrères, j'ai pensé qu'on allait vers du mieux et qu'on allait apprendre davantage et que chacun allait pouvoir trouver des cœurs de niche voilà, pour parler à d'autres. Et malheureusement, on s'aperçoit qu'assez souvent, c'est du recyclage d'émissions qui existent par ailleurs sur les grandes chaînes mères, les chaînes historiques, et que on n'a pas appris grand-chose ni sur la création télévisuelle, j'ai dit tout à l'heure ce que je pensais de la télé-réalité, ni sur l'information. On ne peut pas dire qu'il se soit des avis contraires qui se soient exprimés. Donc je suis assez déçu par cette uniformisation, finalement, née d'une multiplication qui, normalement, aurait dû nous apporter un kaléidoscope plus vaste, plus varié. Madame, je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir. Merci. Merci tout d'abord pour votre grande sincérité, Monsieur Poivre d'Arvor, c'est un plaisir. Ma question est la suivante. Comment avez-vous vécu la montée du politiquement correct au cours de votre grande carrière? Pensez-vous y avoir parfois succombé? Croyez-vous qu'il va disparaître, notamment avec les nouveaux médias, Internet et réseaux sociaux? Merci. Alors, j'en parle beaucoup dans le livre parce que ça m'interroge en effet. En ai-je fait partie? Peut-être, c'est pas impossible. Est-ce que je l'ai provoqué? Je ne le crois pas. Mais assez vite, j'ai fait un pas de côté dès que je sentais que tout se ressemblait, que finalement tout le monde posait les mêmes questions, aimait les mêmes personnages, etc. Donc, c'est pas très sain. Et surtout, c'était régulièrement démenti par les téléspectateurs, qui sont aussi des citoyens et qui votaient. Et alors, ils votent comme ils l'entendent. C'est pas parce que on leur matraquera des choses à la télévision ou dans des médias, disons, très engagés, que les gens vont se déterminer. Donc ça, il y a une espèce de grand bon sens chez les Français qui, finalement,
leur permet toujours d'essayer d'aller au-delà de ce qu'on leur impose, y compris parfois quand c'est de la bouillie correcte, mais de la bouillie. Les nouveaux médias, alors oui, il arrive, et je le vois parfois, qu'on découvre que tel ou tel site fait un travail différent des autres, et c'est satisfaisant. Parfois, on voit aussi qu'en revanche, ce ne sont que des canaux qui véhiculent de l'amertume ou d'autres choses. Mais comme à chaque fois qu'arrive une nouvelle étape dans le progrès technologique, je pense que tout va finalement s'ajuster et que rien ne s'annule. Lorsque la radio est arrivée, on a dit c'est fini de la presse écrite, c'en est fini de la presse écrite, ça n'a pas été le cas. Même chose quand la télévision est arrivée, même chose quand Internet est arrivé. Donc au fond, multiplication des sources, effet de capillarité qui font que très rapidement tout remonte aux citoyens, à celui qui va choisir, qui va être électeur ou qui est simplement lecteur, auditeur, téléspectateur. Et finalement, je crois à l'arrivée à un grand bon sens. J'ai jamais vu de gens se faire embarquer par des mouvements que ça dure quelques jours éventuellement, mais pas davantage. Une autre question ? Non. Bien. Je voulais terminer cette conférence avec une phrase que vous citez de personne que vous avez déjà citée, Laurence d'Arabie. Tous les hommes rêvent. C'est une très belle phrase, mais pas également. Ceux qui rêvent la nuit dans les replis poussiéreux de leurs pensées s'éveillent le jour et trouvent que c'était vanité. Mais les rêveurs de jour sont des hommes dangereux, car ils peuvent agir sur leurs rêves, les yeux ouverts, pour le rendre possible. On a bien compris dans quelle catégorie vous étiez. Quels sont les rêves que vous êtes en train de réaliser aujourd'hui ? Par exemple, je voulais mettre en scène des opéras. J'ai pu mettre en scène Carmen il y a 3 ans, et là je vais mettre en scène Don Giovanni, d'abord en Belgique puis en France à partir de cet été. Je viens de terminer un livret d'opéra. Je n'avais jamais écrit de livret pour une compositrice et dont j'espère qu'il va voir le jour l'année prochaine. Je viens de terminer la traduction et l'adaptation d'une pièce de théâtre, parce que ça aussi, ça me passionne. Et assez souvent, je fais des récitals où je lis, alors avec un de mes amis pianistes qui s'appelle Jean-Philippe Collard, je lis des poèmes tirés de mon anthologie des plus beaux poèmes d'amour, et lui joue Chopin. Mais j'ai aussi un spectacle avec un quatuor où on lit je lis et eux jouent autour du thème du transsibérien, de Sandrars, des auteurs russes, etc. Je vais en faire un sur la Grande Guerre. Voilà, j'aime ces moments-là parce que c'est des moments qui me permettent d'être tout à fait ailleurs. J'ai gardé une émission sur la chaîne parlementaire, une par mois, et puis une petite intervention comme ça, une fois par semaine sur RTL dans On refait le monde. C'est bien la vie, 120 heures finalement. Mais oui, on peut vivre et survivre aux 20 heures. Et en tout cas, si vous avez été des téléspectateurs, j'en profite puisque habituellement, je ne faisais que monologuer à cette heure-ci, c'est-à-dire l'heure exacte à laquelle on est en train de terminer le journal. S'arrêtait le journal. Je monologuais, et là, pour une fois, je me retrouve face à vous. Eh bien, je voulais vous remercier de votre fidélité pendant tous ces moments, et en tout cas de votre fidélité pour ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Patrick Poivre d'Arvor.